Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour faire des critiques de toutes sortes. Et ça commence tout de suite après le générique. Critical Play, le podcast de ton émission pas si petite. Ce soir, nous allons parler du sport le plus indétrônable du monde des sorciers. Vous l'avez tous deviné, il s'agit de l'aqualicorne. Cette discipline a vu le jour en Égypte durant l'Antiquité. À cette époque, les déplacements courts pouvaient se faire par tapis, mais ce n'était pas très pratique, voire même dangereux. Les sorciers égyptiens décidèrent donc d'apprivoiser des licornes. Mais vous pensez bien que sur ces terres où règne la chaleur, les licornes avaient bien besoin de se reposer et de s'abreuver dans les oasis. Durant ces instants rafraîchissants, les enfants sorciers appréciaient de jouer avec ces magnifiques créatures. Et c'est ainsi qu'au fil du temps, les joueurs créèrent les règles du sport que vous connaissez si bien aujourd'hui. Excusez-moi, je vois qu'il y a une erreur dans mon script. Reprenons. Ce soir, nous allons parler du sport le plus indétrônable du monde des sorciers. Vous l'avez tous deviné, il s'agit du Quidditch. Cet épisode est un peu particulier parce que je vous présenterai des extraits vidéo des films afin que vous puissiez voir par vous-même l'intensité d'un match. Les règles de ce jeu sont assez simples. La partie se déroule sur un terrain ovale de 150 mètres de longueur et 24 mètres de largeur, avec un petit cercle d'une soixantaine de centimètres de diamètre tracé en son centre. À chaque extrémité des longueurs du terrain se trouvent 3 buts représentés par des anneaux montés sur des poteaux. Le terrain est entouré de hauts gradins surmontés de tours pour que les spectateurs puissent suivre le match se déroulant dans les airs. Et oui, vous avez bien entendu, dans les airs. Après tout, quoi de plus normal pour des sorciers que de s'affronter sur leur balai? C'est ainsi que 2 équipes de 7 joueurs évoluent sur le terrain pour gagner la partie. Mais dis-moi Chami, comment se déroule un match de Quidditch? Eh bien, c'est très simple. Pour commencer, chaque équipe est constituée d'un gardien, dont le rôle est bien évidemment de protéger les buts de son équipe. Il y a aussi 3 poursuiveurs, dont l'objectif est de lancer une balle en cuir rouge appelée soifle dans l'un des buts du camp adverse. Chaque but marque 10 points. Mais ce n'est pas aussi simple que vous le pensez, puisque les poursuiveurs doivent être vigilants en permanence à ne pas se faire désarçonner de leur balai par 2 grosses balles en fer appelées cognards. Ces dangers volants sont ensorcelés pour poursuivre le joueur le plus proche de lui, peu importe son équipe, causant ainsi la plupart des accidents durant les matchs. Les 2 batteurs ont donc le rôle, plus qu'essentiel, de renvoyer les cognards grâce à leur batte le plus loin possible de leur équipe. Et si, par la même occasion, ils arrivent à viser des adversaires, c'est encore mieux. Le dernier joueur de l'équipe, et non des moindres, est l'attrapeur. Son objectif est d'attraper une minuscule et très furtive balle en métal doré nommée Vif d'Or. Lorsque celui-ci est attrapé, le match prend fin et l'attrapeur fait gagner 150 points à son équipe. Vous imaginez ? Chaque match est bien évidemment régulé par un arbitre et la partie démarre lorsque ce dernier relâche les 4 balles. Tandis que Madame Bibine s'avance sur le terrain pour le coup d'envoi. J'attends un grand fair-play durant ce match. De la part de tous. Les cognards sont lancés, suivis par le Vif d'Or. Je vous rappelle que le Vif d'Or représente 150 points. L'attrapeur qui saisit le Vif d'Or met fin au match. Le soifle est libéré et le match commence. Mais dis-moi Chami, et les règles du jeu dans tout ça? Eh bien, c'est très simple, je vais vous lire les règles officialisées depuis 1750. La première règle, c'est qu'aucune restriction n'est imposée à l'altitude que peut atteindre un joueur durant un match. En revanche, il lui est interdit de dépasser les limites du terrain. Si l'un des joueurs franchit ces limites, son équipe doit aussitôt donner le soifle au camp adverse. La seconde règle nous apprend que seul le capitaine d'une équipe peut demander un temps mort en s'adressant à l'arbitre. C'est le seul moment où les joueurs ont le droit de mettre pied à terre au cours d'un match.
Le temps mort peut atteindre 2 heures si le jeu a duré plus de 12 heures. Et si l'une des deux équipes ne revient pas sur le terrain à l'issue de ces 2 heures, elle est aussitôt disqualifiée. La troisième règle est que l'arbitre peut imposer des pénaltys à l'encontre de l'une des équipes. Cette règle est quelque peu discutable puisque les pénaltys peuvent être attribués de manière totalement subjective. Par exemple, lors d'un match de Quidditch entre Poufsouffle et Gryffondor en 1991, le professeur Rogue a allègrement abusé de cette règle pour privilégier l'équipe des Poufsouffles. Tous les joueurs, autres que le gardien de l'équipe adverse, doivent se tenir à l'écart pendant le tir du pénalty. La quatrième règle spécifie que le soifle peut être arraché des mains du joueur qui le tient, mais on ne peut en aucun cas saisir un joueur adverse par quelque partie du corps que ce soit. La cinquième règle spécule qu'en cas de blessure, il n'y aura pas de joueur remplaçant et l'équipe devra poursuivre le match sans le joueur manquant. La sixième règle précise qu'il est permis de détenir une baguette magique sur le terrain, à la condition qu'il n'en soit fait aucun usage, en quelque circonstance que ce soit, contre un joueur de l'équipe adverse ou contre son valet, contre l'arbitre, contre l'une des balles ou bien même un spectateur. Pour la petite anecdote, avant que cette règle ne soit mise en place, certains joueurs ont pu voir leur balai brûler ou encore sentir le coup d'une hache s'abattre sur eux. Malgré ces agressions, le port de la baguette magique est resté autorisé dans le cas extrême où des moldus auraient découvert le terrain de Quidditch et que les sorciers soient obligés de s'échapper. Et pour finir, la septième règle est qu'un match de Quidditch prend fin lorsque le vif d'or est attrapé ou par consentement mutuel des capitaines des deux équipes. Ainsi, les matchs peuvent aussi bien durer 5 minutes que 5 heures, voire même plus. D'ailleurs, le match le plus long recensé à l'heure actuelle a duré 6 mois. Les deux capitaines d'équipe ont dû se résoudre à abandonner la partie face à l'incompétence de leurs attrapeurs. Les rumeurs disent d'ailleurs que le vif d'or en question serait devenu sauvage et serait toujours en vadrouille dans les Cornouailles. Mais, comme vous vous en doutez bien, les règles sont aussi faites pour être transgressées. La plupart des fautes étant dues à l'utilisation de la baguette, Wright ne présente dans son livre que les fautes encore connues aujourd'hui. Nous avons donc en premier lieu le hoche-queue, qui consiste à saisir la queue d'un balai afin de ralentir ou gêner un adversaire. Le bouton choc, qui est l'action de provoquer une collision. Le croc en manche, qui est l'art d'accrocher le manche à balai d'un adverse avec le sien pour l'obliger à changer de direction. Le tranche-foule, où le batteur envoie volontairement un cognard en direction des spectateurs, provoquant ainsi un arrêt de jeu pour permettre aux dirigeants de les protéger. Le coudoyage est tout simplement l'utilisation excessif des coudes contre un adversaire. Le rembarrage consiste à faire passer une partie quelconque de son anatomie à travers un anneau de but pour repousser le soifle. Le gardien est censé protéger le but en se posant devant l'anneau, et non dedans ou derrière. Le pognant-sac est le fait d'avoir toujours la main sur le soifle lorsqu'il traverse l'anneau de but. Et oui, le soifle doit toujours être lancé. Le pique-soifle est la triche par excellence, où un joueur bricole le soifle, par exemple en le perçant de petits trous, pour qu'il tombe plus vite ou décrive une trajectoire en zigzag. Le pince-vif est l'actif de toucher ou saisir le vif d'or alors qu'on ne joue pas au poste d'attaquant. Le tasse-but est le fait pour plusieurs poursuiveurs d'entrer en même temps dans la surface de but. Fais attention à toi, Harry! Du bois, attention! Bon sang, cette saleté de cognard s'acharne sur Harry. Quelqu'un l'a trafiqué, j'en suis sûr. Je vais le bloquer. Non, Ron, c'est trop dangereux, même avec une bonne baguette. On risque de toucher Harry. Et maintenant que vous connaissez tout des règles du Quidditch, il serait temps de vous faire un petit cours d'histoire. Mais dis-moi, Chami, comment le Quidditch a-t-il été créé ? Eh bien, c'est très simple. Pour vous l'expliquer, je vais vous lire quelques extraits de l'œuvre incontournable en la matière de la bibliothèque de Poudlard, Le Quidditch à travers les âges de Kenilworthy Wisp. Dans son premier chapitre, l'auteur nous explique l'origine du balai volant dans le monde des sorciers. La raison en est très simple en fait. De tout temps, les sorciers ont été amenés à se cacher des moldus, selon les époques, soit par peur d'être pourchassés, ou bien pour éviter d'être exploités. Dans le souhait de se fondre dans le mode de vie des moldus, les sorciers ont donc cherché un moyen de déplacement discret, tout en cherchant un objet que chaque foyer moldu pouvait avoir et qui n'éveillerait aucun soupçon. Le choix s'est donc rapidement porté sur l'objet du quotidien par excellence, le balai. Il aura tout de même fallu plusieurs siècles avant que le balai ne devienne praticable, confortable, maniable, et surtout, sans danger. Aujourd'hui, chaque joueur de Quidditch sait que la meilleure marque est la Société des balais de course, Nimbus, bien évidemment.
Maintenant que ce petit point est éclairci, nous allons parler de la création des règles du jeu que nous connaissons aujourd'hui. Avant le Quidditch, il existait bien évidemment d'autres jeux de ballet, mais je n'ai malheureusement pas le temps de m'étaler sur ces sujets. Cependant, si vous avez envie d'en connaître un peu plus, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Ainsi donc, le jeu du Quidditch serait apparu au XIe siècle au sein des marais de Quidditch, où deux équipes de sorciers s'amusaient à se lancer une grosse balle en cuir tout en essayant de viser des arbres aux deux extrémités opposées du marais. Durant le siècle suivant, les règles du jeu se complexifièrent avec l'apparition de grosses pierres appelées cognoirs. Les buts, originellement symbolisés par des arbres, ont quant à eux évolué vers des tonneaux, puis des anneaux fixés sur des pieux. Nous retrouvons ici les ancêtres du soifle, cette fameuse grosse balle en cuir, ainsi que des cognoirs, qui seront par la suite des grosses balles en fer à partir du XVIe siècle. Vous remarquerez qu'il manque encore une petite chose essentielle. Où est donc passé le vif d'or ? La création du vif d'or est une histoire quelque peu singulière. Figurez-vous que les sorciers appréciaient le sport de la chasse, et la proie la plus en vogue au début du XIIe siècle était le vivet. Ce minuscule oiseau au plumage doré est extrêmement rapide, et se montre très doué pour se dissimuler dans la nature. Les sorciers qui parvenaient à en capturer en tiraient donc le plus grand des prestiges. Je vous entends gesticuler d'impatience, mais rassurez-vous, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vous invite à descendre de votre balai et à venir observer avec moi cette célèbre scène de Quidditch. En 1269, le chef du conseil des sorciers, Barberus Brage, amena un vivet d'or en annonçant qu'il offrirait une récompense aux joueurs qui parviendraient à attraper l'oiseau pendant la partie de Quidditch. Le pauvre vivet fut secouru par une spectatrice, Modestie Rabnot, qui l'attrapa grâce à un sortilège d'attraction et le libéra par la suite. Quoi qu'il en soit, cette folle course-poursuite fut une telle effervescence que le lâcher de vivet doré au début de chaque match de Quidditch devint une mode. C'est à partir de ce moment-là qu'un joueur par équipe fut désigné pour attraper ce minuscule oiseau, et lorsque celui-ci réussissait, son équipe remportait 150 galions promis par le chef Brage. Malheureusement, cette mode réduisit considérablement le nombre des vivets dorés, et c'est seulement au milieu du XIVe siècle qu'elle devint une espèce protégée. L'univers entier des sorciers s'est affairé à remplacer le pauvre oiseau afin de pouvoir continuer de jouer avec le même engouement. Et c'est ainsi que Bowman Wright, un ensorceleur de talent, réussit à ensorceler une balle en métal doré de la taille d'une petite noix en y incorporant de minuscules ailes. Voici donc l'histoire de la création du vif d'or. Aujourd'hui, le Quidditch est le premier sport de ballet connu au monde et la Coupe du Monde de Quidditch est d'ailleurs le plus grand événement sportif à ne pas manquer. Dépêchez-vous, asseyez-vous. Ces places valaient la peine de grimper, non? Génial! Ce sont les Irlandais! Voilà Troy, Immonet et Moran! Voilà les Bulgares! Oui! Qui est-ce? Ouais! C'est le meilleur des attrapeurs! Vous voilà maintenant fin prêt pour tenter d'entrer dans l'équipe de Quidditch de votre maison. Et rappelez-vous, il est certes très important de respecter les règles de ce superbe sport, mais il est encore plus important de ne pas vous faire pincer en les enfreignant. Avant de pouvoir vous vanter de faire partie de l'équipe de Quidditch de votre maison, il vous faut bien évidemment passer les sélections. Tu m'en veux pas, Weasley, hein? Si je t'en veux? Oui, j'espère avoir le poste de gardien. Ça n'a rien à voir avec toi. Gardien. Un gros balèze comme toi. Tu es plus taillé pour être batteur, non? Un gardien doit être rapide, agile. Oh, j'ai de bonnes chances. Dis, est-ce que tu me présenterais ton ami Granger? J'aimerais bien qu'on se tutoie, elle et moi. Tu vois ce que je veux dire? Allez, Ron, allez.
Vous voilà fin prêt pour nos prochains épisodes. Si vous avez aimé ce petit podcast, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche. Pour nous soutenir, vous pouvez faire un petit tour sur notre Tipeee. Et si vous jurez solennellement que vos intentions sont mauvaises, les portes de notre Discord vous seront grandes ouvertes. Allez, à la prochaine. Méfait accompli.